Bonsoir à tous et bonsour à toutes. J'espère que vous passez une belle soirée d'hiver. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier épisode de l'émission Plus de rétro. Alors le concept de l'émission il est simple. On va vous replonger sur un événement télé ou radio qui a marqué le paysage ou qui nous fascine et que nous aimons tant regarder ou écouter. Mais avant que l'on se focalise sur le premier événement de cette saison, laissez-moi vous présenter ceux qui vont m'accompagner pour cette première. À commencer par Zema. Bonsoir Zema. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Eh ben, écoutez, moi ça va super, un peu stressé, j'avoue, un peu stressé par cette grande première. Déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout s'est bien passé aujourd'hui pour toi? Raconte-nous un petit peu ta journée. Bah écoute, tout va très bien aussi. Pour moi, c'est une première fois parce que ça va être ma toute première fois, comme dirait Jeanne Masse, pour un podcast. Le baptême du feu, comme on dit. Et pour ma journée, ça s'est passé nickel. Eh bah, si ça s'est passé nickel, je suis sûr qu'elle va continuer sur cette lancée. Et puis avec nous, il y a aussi, c'est sa première fois en tant qu'intervenant sur un podcast. Et c'est un honneur pour moi, un privilège d'inviter un copain avec moi. Il s'agit de Valentin. Bonsoir Valentin. Salut Manu, privilège partagé. Merci de m'avoir invité à ce débat autour de la télé qui est ma grande passion comme vous tous j'imagine. Donc merci à toi, j'ai hâte de découvrir cette émission. Moi aussi, j'ai hâte de découvrir aussi ce que tu nous as proposé, ce que tu partages aussi avec nous, ce que tu as dans ta besace. Au sommaire de cette première édition de Plus de Rétro, on parlera du grand événement où j'en rencontrer une fin qui a marqué notre histoire de la télévision. On va replonger à la fin de l'été 1997 pour ceux qui ont le plus de mémoire. On en débattra avec les chroniqueurs juste après. Ils prendront la parole et essaieront de vous convaincre avec leurs arguments. Et on parlera aussi de tout ce qui s'est passé un peu dans la fin des années 90. Enfin, il y aura le rétro quiz où je vous balancerai des questions aux deux intervenants. Il y en aura 5 chacun. Et chaque point aura son importance puisque si l'événement revient à la fin de la saison, l'intervenant qui aura gagné le plus de points pourra nous présenter son grand événement. Mais avant tout ça, il y aura les 5 infos médias à retenir. Et on va commencer par Bonjour, puisque Bonjour se rallonge sur TF1. La matinale de la chaîne, installée depuis le 8 janvier 2024, en début de journée, affiche des chiffres en hausse pour le début de la saison. En moyenne, ce sont près de 385 000 personnes qui sont branchées devant la une, selon Médiamétrie, depuis le 1er septembre 2025, soit 12,7% de part de marché auprès des 80+, entre 6h55 et 10h. Sur le site commercial, le rendez-vous captive l'attention de 13,9% des femmes responsables des achats. En plus de tout cela, la matinale Bonjour a réduit l'écart avec la concurrence. Si la matinale de TF1 a distancé celle de BFM Télé, de LCI ou de France Info, elle a devancé celle de CNews et s'est rapprochée de Télématin, la matinale leader. Alors que TF1 était à 15 points la saison dernière, les deux programmes sont désormais à 9 points d'écart. Avec ces scores, la chaîne a décidé de prolonger l'expérience jusqu'à 11h du matin à partir du 5 janvier 2026, avant la diffusion de la série Les Feux de l'amour à 11h. Ce sera alors Christophe Beaugrand, le joker habituel de Bruce Toussaint pendant les vacances, qui présentera l'émission sur la tranche horaire de 10h à 11h. Une info qui va plaire à un certain Joa, puisque les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann annonce un gros changement. L'émission des 12 coups de midi annoncera un gros changement dans les prochaines semaines, selon Clément Garin. En effet, ce dernier a annoncé que ce programme allait subir une grosse refonte des 2 dernières épreuves. Le coup fatal et le coup de maître vont être remodelés dans les prochaines semaines et ainsi donner plus de fil à retordre aux champions. Cette nouvelle vient alors que l'émission Tout le monde veut prendre sa place, l'émission concurrente, vient à peine de battre son record d'audience de saison à 24% de part de marché. L'émission sur la présence d'Emilien est en forte baisse par rapport à la saison dernière, même si le programme a encore une fois battu des records sur les cibles commerciales ces derniers jours. Une autre info, le groupe M6 crée la surprise cet automne. Alors que plusieurs nouveautés vont apparaître dans les prochaines semaines, comme Pandore avec Olivier Mine, le recrutement de l'animateur belge et celui de Cyril Hanouna a eu comme effet de faire bondir les audiences du groupe depuis la rentrée. Le groupe M6 a réuni 14,5% de part de marché sur l'ensemble du public, et 23,2% sur les femmes responsables des achats sur le mois de novembre 2025. Dans le détail, M6 a signé son meilleur mois depuis 3 ans et demi avec 8,6% de part de marché,
avec notamment des divertissements qui sont très fédérateurs, comme La France a un incroyable talent ou encore L'amour est dans le pré. Côté quotidienne, ça peut vous arriver, La roue de la fortune porte la chaîne sur les cibles commerciales. Sur W9, la présence de Tout Beau Tout Neuf, adossée à une offre de prime puissante, a fait bondir les audiences. Le canal 9 de la TNT a signé son meilleur mois depuis 13 ans sur l'ensemble du public, avec 3,2% de part d'audience. Netflix rachète Warner Bros. On ne l'avait pas vu venir, mais c'est une des grosses infos de ce mois. On ne pouvait pas passer à côté de cette information. La plateforme de streaming rachète l'un des grands studios de cinéma, la Warner Bros., pour la somme de 83 milliards de dollars. C'est la plus grosse acquisition de ces dernières années, après celle de MGM par Amazon. Si l'on se concentre sur les licences de cette série, il y a Harry Potter, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, mais aussi The Big Bang Theory. L'accord prévoit également 5,8 milliards de dollars en break-up free, soit une indemnité à verser par Netflix s'ils échouaient à la concrétiser, selon le site Écran Large. Cela crée donc un coup de tonnerre dans le monde de la production audiovisuelle. Et enfin, coup de théâtre dans les médias français, puisque France Télévisions et Radio France viennent de porter plainte contre CNews, ainsi que Europe 1 et le Journal du Dimanche, médias détenus par le groupe Bolloré. Ils accusent ces médias d'une campagne de dénigrement qu'ils jugent constitutive d'une concurrence déloyale. Les deux groupes publics demandent 1,5 million d'euros de dommages et intérêts, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une entreprise orchestrée de déstabilisation. Ce conflit fait suite à la polémique dite de l'affaire Le Grand Cohen, exposée en septembre, une vidéo montrant des journalistes du service public en conversation avec des responsables politiques ayant provoqué des accusations de partialité. Depuis, CNews et les médias du groupe Vivendi ont multiplié les critiques contre l'audiovisuel public, ce que France Télévisions et Radio France jugent excessif. De son côté, enfin, la ministre de la Culture Rachida Dati a exprimé sa surprise, affirmant que cette démarche ni concertée ni approuvée par le gouvernement. Sur les ondes de CNews, le ton est ferme. Le présentateur vedette de la chaîne, Pascal Praud, a réagi en dénonçant à son tour une attaque et en laissant entendre qu'en cas de diffamation, lui aussi pourrait porter plainte. L'enjeu est clair. Plus qu'un simple clash entre médias, c'est tout le monde de l'audiovisuel public versus privé qui se retrouve sur le ring à quelques mois de la présidentielle 2027. Alors, voilà les 5 infos justement à retenir de ce mois. Zema, est-ce que tu veux réagir à une des 5 infos et en parler avec nous? Bah écoute, c'est news, enfin bon, voilà quoi. Épisode 5895. C'est Ouin n'est pas content parce que les autres chaînes ou autres groupes médiatiques sont pas pareils et donc Monsieur Pascal Praud essaie de montrer la personne la plus consciente, attention je fais entre guillemets, du PAF. Alors je me rappelle déjà que Pascal Praud c'est... Ne le faites pas confiance parce qu'on a vu ce que ça donnait pour les Nantais au FC Nantes, une catastrophe. Et venant d'un groupe où quand même qui engage une personne qui a des démêlés avec la justice, qui a fait des trucs pas très catholiques, c'est un comble aussi venant d'un propriétaire de chaîne qui se dit ouvertement catho, de voir l'État et CNews, voilà, et chercher des noises à France Télé, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'en vrai, il y a une campagne de dénigrement de CNews envers France Télévisions, et quand France Télévisions attaque, ils disent nous avons machin bidule, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est Elliot Deval qui a réagi, c'était dans l'heure des pros ce matin d'ailleurs. Il a réagi face aux attaques de Éric Antoine justement sur Hélène 24 qui il avait un peu attaqué CNews en disant que pour lui c'était pas une chaîne d'info, et Elliot Deval dit oui mais nous on défend la liberté d'expression machin bidule. Oui, sauf que c'est ce que j'ai toujours dit, même si je ne critique pas CNews en soi, parce que on le voit, purement factuellement, les audiences sont là, mais pour moi, ce n'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne d'opinion, ce qui est totalement différent. Même s'ils ont des flash infos toutes les demi-heures, ce qui les catégorise en chaîne d'information, selon l'ARCOM, encore une fois, c'est
Voilà, pour moi, c'est une chaîne d'opinion et non pas une chaîne d'information. Ce qui a pour moi une toute autre différence. C'est pour ça que je la regarde avec un autre regard que ceux qui peuvent la regarder en tant que chaîne d'information. Et de toute façon, il faut savoir qu'ils nous parlent. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont leurs gros mots. Liberté d'expression, liberté d'opinion et tout, mais les frangins, attendez, quand même, discours de Jean-Luc Mélenchon sans le défendre. 6 h du matin, on appelle ça la liberté d'expression quand même, grande écoute. Il y a sur plusieurs points où CNews, ils ont bien beau dire nous on est gentils, nous on est sympa et tout, ils se donnent quand même la main pour se faire taper dessus. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Je veux dire, ils tendent le bâton pour se faire battre. N'empêche que, et c'est là où j'apporte un point de nuance quand même, c'est que CNews, au vu de leur, je ne parle pas de la ligne éditoriale. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais CNews, au vu de leurs audiences, au vu de ce qu'ils font comme, on va dire, comme programme, etc., la concurrence, et notamment, je ne veux pas faire d'attaque envers le service public, mais France Info, de l'autre côté, ont invité sur leur plateau 2 anciens chroniqueurs de CNews qui les font débattre chaque semaine sur un sujet random, et que derrière, je ne comprends pas en fait la volonté de France Info de vouloir piquer des chroniqueurs de CNews pour les faire débattre sur des sujets qu'ils avaient débattus déjà sur la chaîne Info quelques semaines auparavant. Je ne comprends pas le concept. Pareil pour BFM qui a essayé de faire la même chose il y a quelques mois et qui se sont complètement pété les dents dessus. Donc en fait, à travers leur ligne édito, ils influent sur les autres chaînes info. Et je trouve ça dommage, surtout au vu de ce qui va se passer là dans les prochains mois avec la présidentielle notamment. Je trouve ça dommage que les autres chaînes info se rabaissent à vouloir faire du CNews Wish et qu'ils ne veulent pas se réinventer pour justement essayer de faire mieux et de proposer une autre vision des choses à l'approche d'une échéance si importante, parce que pour le coup, elle va être très très importante sur ces derniers mois. Est-ce que Valentin, t'as envie de réagir à une info? Juste pour rebondir sur CNews ou pas? Oui, tu peux. Ouais, en l'occurrence, les chroniqueurs que tu vises de CNews qui sont passés sur France Info, c'est bien Paul Melun et Nathan Dever, c'est bien ça. On est bien d'accord. Ouais, Nathan Dever, attention, à la rigueur, je peux comprendre parce qu'il y a plus le profil France Info, c'est un philosophe, il était en parallèle de leurs 2 chroniqueurs dans Vivement Dimanche, déjà sur France 3 avec Michel Drucker, donc c'est peut-être un autre profil aussi. Après, moi, ça m'a rappelé une anecdote aussi, et c'est là où on voit le monde des médias impitoyable. En 2019, quand Zemmour a eu sa propre émission sur CNews, tout le monde a crié au scandale, dont BFM. Et quand Zemmour a arrêté CNews, qu'est-ce que BFM a fait? Un débat Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour tout de suite, pour faire de l'audience. C'est vraiment un monde impitoyable où tout est pour l'audience. CNews, c'est la première chaîne TNT, 5e chaîne nationale. France Télé qui porte plainte pour dénigrement, mais c'est eux qui font un complément d'enquête quand même sur CNews. Donc bon, voilà, pour moi, les torts sont totalement partagés. Et vu la situation de France Télé en ce moment et toutes les révélations qu'il y a autour, je pense pas que c'est un peu le moment que eux balayent devant aussi leur porte avant de donner des leçons aux autres. Quelqu'un a envie de réagir? Je suis d'accord sur l'avis de Valentin. Et c'est vrai que ouais, j'ai remarqué depuis un certain moment, toutes les chaînes sont en mode faut faire comme CNews parce que vu comment ça marche. Là, je vais quand même aussi un peu faire un peu l'avocat du diable malgré tout. Et ça, t'as bien raison de le faire rappeler quand même, Manu. CNews, quand même première, maintenant qui est quand même première chaîne d'info. Et ça. en plus, avec la synergie avec. Même TNT. Oui, voilà, en Ça, plus c'est- TNT. Et en plus, maintenant, c'est la synergie. Il y a la synergie avec Europe 1. Europe 1 qui était quand même au bout du rouleau, dans une impasse Ouais, comme au bas-fond. Au bas-fond. Voilà. Et maintenant, les scores qu'ils font, c'est affolant.
C'est affolant. Est-ce que ce serait aussi pourquoi les gens s'intéressent? Parce qu'il y a, comment dire, un changement de façon de penser dans notre beau pays, à savoir la France, et aussi en Europe, Mhm. que les gens s'intéressent à ce genre de contenu? Bonne question. Ça, ce sera des choses qu'on verra dans quelques mois, ne serait-ce déjà aux élections municipales, et l'année prochaine, en 2027, pour les élections présidentielles. Et c'est surtout que CNews, en fait, c'est parce que c'est un discours, entre guillemets, qu'on n'entend pas spécialement ailleurs. Et je pense que les gens aiment ça, même ceux qui sont en désaccord avec CNews. C'est avant tout aussi, lors des pros par exemple, c'est avant tout c'est un talk en fait. Il peut se passer n'importe quoi, un coup de colère et tout. Donc, et Pascal Pro le dit, hein, il s'inspire beaucoup de ce que faisait Michel Pollack dans Droit de réponse. Donc, il y a aussi ce côté divertissement télé, mais en traitant de l'info et de l'actu. Et je pense que c'est pour ça que ça marche. Et c'est parce qu'aussi les gens disent tiens, ça on le voit pas ailleurs, on l'entend pas ailleurs. Et c'est ce qui fait la recette du succès depuis maintenant au moins 3 bonnes années. Oui, mais après, et c'est là où il y a sur le chat aussi beaucoup qui disent c'est un discours rempli de sous-entendus rapides qui est plus facile à comprendre et qui conforte les téléspectateurs dans la constitution d'un ennemi commun. Et en vrai, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est ce que j'en avais parlé justement avec un des journalistes de BFM TV avec qui je suis copain d'ailleurs, et qui me disait oui. Mais ces news, ils font des raccourcis à longueur de journée, mais le problème, c'est que ça fonctionne. Et tant que ça fonctionne, bah, ils vont pas arrêter de le faire. Et c'est malheureusement le cas, c'est-à-dire que ils vont partir d'une info, ils vont traiter de cette info le matin, le midi, le soir. Et ils ne vont pas arrêter de la faire tant et si bien que ça va être un peu comme du matraquage. Alors, j'aime pas ce mot parce que c'est pas tant ça, mais disons que ils vont répéter à peu près la même chose, comme ça a été avec la fin de C8, comme ça a été avec justement le complément d'enquête sur CNews, sur France Télé, etc., etc. Et en gros, ils vont dire que c'est une chaîne d'info parce que il y a des flashs info toutes les demi-heures, mais derrière, ça va être plus du débat et de la chaîne d'opinion, plus que d'une chaîne d'info. C'est ça aussi que les gens devraient comprendre. En tout cas, les téléspectateurs fidèles de ces news devraient comprendre. Voilà. De toute façon, plus on attaque CNews, de toute façon, j'ai l'impression que plus on attaque, plus ça les rend forts. La stratégie des autres médias, elle est nulle. Mais oui, mais c'est pour ça que j'avais, il y a un journaliste qui fait des live TikTok qui s'appelle Franck Guadeloupe, qui avait dit oui, donc on parlait justement de la riposte de France Télévisions. J'ai dit mais un truc qui pour moi est complètement de bon sens, mais qui pourrait tellement être logique dans la tête des dirigeantes de France Télévisions, parce que ce sont deux femmes, Sybille Veil et Delphine Ernotte. Pourquoi elles ont répondu? Très clairement, pourquoi elles ont répondu? Quelque part, le fait de répondre va les rendre encore plus forts et va les faire contre-attaquer derrière. C'est ça qu'elles n'ont pas compris, elles sont tombées très bêtement dans le panneau. Et c'est ça, à mon avis, leur faute dans la contre-attaque de ces news derrière. Je comprends mieux pourquoi Rachida Dati a un petit peu dit ouais, mais ils auraient dû nous consulter quand même, parce que dans un sens, au début j'étais pas d'accord avec Rachida Dati en disant ouais, mais elle devrait répondre et tout, mais quand tu vois vraiment comment ça a donné, tu te dis elle a pas tort. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait tu tends le bâton pour te faire battre derrière. C'est très clairement la stratégie de CNews. On le voit. Éric Antoine a dit oui, CNews c'est pas franchement bien, etc. Il se fait attaquer derrière. Très clairement, ça leur fait un sujet pour le matin, le midi, le soir. Hein, très clairement. Hein, on en est là. Sur ce, après ces infos-là, et merci d'avoir réagi à ces infos, on va passer au passé. Et on va passer à ce grand événement de ce mois. Et plongeons ensemble, si vous voulez bien, pour ce premier grand événement de Plus de Rétro en 1997.
Cela fait près de 10 ans que la chaîne TF1 est privatisée, et à son bord, une personne fait la pluie et le beau temps sur les ondes de la Une. Je ne parle pas d'Evelyne Delia, présente depuis 1975, ou encore d'Alain Gillot-Pétré, mais bel et bien de Dorothée. Depuis quelques années, la privatisation de la chaîne privée par le groupe Bouygues, cette dernière, venue de Récré à 2 aux côtés de William Lémergie, fait un carton plein avec le Club Dorothée. Sous l'égide de Jean-Luc Azoulay, la tranche jeunesse de la chaîne privée est l'un des marqueurs forts, avec des pointes à plus de 60% de part de marché à l'époque. Appelons aujourd'hui cela un typhon sur la mer ou comme un tremblement de terre dans le monde audiovisuel. Le rendez-vous a été décrié, critiqué par de nombreux politiques et personnes du monde de la télé, à l'instar de Ségolène Royal ou Antoine Decaune, mais idolâtré par de nombreux jeunes à l'époque. Dorothée était alors influente dans la chaîne, puisque cette dernière dirigeait alors l'unité des programmes jeunesse de TF1. En plus de ses primes événementiels, la chanteuse a réalisé des tournées remplies à guichets fermés. Cette dernière a fait près de 59 Bercy dans les années 90, un record, battant alors Michael Jackson ou encore Johnny Hallyday. Tout était là pour lui sourire. Seulement, en cette fin de saison 1996-1997, c'est la catastrophe. Le contrat de Dorothée n'est pas renouvelé à TF1. Le 29 août 1997, les larmes aux yeux, la chanteuse et animatrice a préparé sa valise, a donc fait ses adieux à Nicolas, Marjolaine et aux nombreux téléspectateurs devant la télévision avec une dernière chanson. Un jour, on se retrouvera. Comme pour tirer un trait sur cette parenthèse enchantée. Je m'y préparais un peu, donc je l'ai bien pris. En débutant ce métier, je me suis toujours dit que ça s'arrêterait un jour, a dit la chanteuse au cours d'un entretien. La chaîne, de son côté, a alors programmé T'es-Fou dès le 1er septembre 1997 comme nouveau programme jeunesse. Étienne Moujotte, le patron de TF1 de l'époque, a affirmé « Il faut savoir arrêter un programme à succès en fin de cycle ». Mais quelques années plus tard, une autre version éclate au grand jour. La raison de l'arrêt du Club Dorothée est bien plus obscure qu'il n'y paraît. Jean-Luc Azoulay, dans une émission consacrée à Dorothée sur la TNT, a affirmé qu'un conflit existait entre AB Productions et TF1 en coulisses. Il a arrêté le Club Dorothée et toutes les sitcoms d'un seul coup. Du coup, on a mis ça sur le dos de la baisse des audiences, mais c'était pour pas dire que c'était une question de fric, a-t-il révélé. Mais alors, qu'opposait AB Productions et la Une ? Cela concerne le Satellite, qui faisait ses premières sœurs. Ces deux sociétés étaient concurrentes avec les chaînes ABSat d'un côté et le bouquet TPS de l'autre. Patrick Lelay, breton têtu et binôme indissociable de la chaîne avec Étienne Moujotte, ne l'a pas supporté. On devenait des concurrents pour Patrick Lelay. Il avait dit « Comme vous êtes des concurrents, je vais vous tuer. J'arrête toutes vos émissions », a dit le producteur d'Hélène Rollès et Dorothée. Et Jackie, quant à lui, affirmait « Les audiences ne baissaient pas, mais peut-être qu'on avait envie, nous, de passer à autre chose. » Azoulay dit-il alors toute la vérité. Personne ne le saura véritablement jamais. Mais personnellement, je vous dirai une chose qui nuancerait les propos de Jean-Luc Azoulay. La série Les Vacances de l'amour, série qui a précédé Les Mystères de l'amour, a été diffusée sur TF1 bien après l'arrêt du Club Dorothée, comme un lot de compensation. Quoi qu'il en soit, Dorothée laisse un souvenir impérissable chez de nombreux Français aujourd'hui, 30 ans après son arrêt. Je rappelle que cet épisode sera disponible en podcast sur Spotify dans les jours à venir. Je vous invite par ailleurs à donner vos avis en commentaire sur le chat. Et que ce soit Zaïma ou Valentin, on va en débattre ensemble et évoquer cet événement. C'est l'heure du grand débat. On va justement parler de cette actualité-là, de cette nouvelle qui est parue en 97, justement, de la fin du Club Dorothée. Moi, la question que j'ai envie de poser déjà à Zaïma et à Valentin, et même au chat, c'est quoi l'héritage aujourd'hui du Club Dorothée ? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du Club Dorothée ? Déjà, quand on voit, en fait, alors, si je peux me permettre juste un petit... Moi, je ne suis pas de la génération de Dorothée, je suis né en 96, un an avant son arrêt. Mais cela dit, toute personne née entre le milieu des années 70 et le début des années 90 a été bercée par Dorothée. Et quand on voit l'influence des Christophe Beaugrand ou Cyril Ferraud
qui sont des fans absolus de Dorothée, elle a donné la vocation de quelque chose. Quand il y a eu son prime, très récemment, en janvier 2025, sur TF1 Merci Dorothée, ça a été un carton d'audience. Et j'ai pu me rendre compte que c'était les shows avant l'heure. Elle faisait pour les associations, les enfants, des choses mais incroyables. Elle avait des Ray Charles avec elle, elle faisait des shows mais extraordinaires. C'était ouf et ça a été une précurseur sur beaucoup de choses avant l'heure en fait, Dorothée. En vrai, elle a été en avance sur beaucoup de choses. Et je trouve, alors justement, on parlait de TF1 Jeunesse, donc qui est maintenant TFou, effectivement. Aucun animateur aujourd'hui n'incarne cette tranche-là. C'est des petits bonhommes, des petits extraterrestres qui sont les figures, on va dire, de TFou, mais il n'y a aucune incarnation dans cette tranche jeunesse-là. Et aujourd'hui, la tranche est beaucoup plus maintenant sur TFX que sur TF1. Puisque maintenant, il y a Bonjour. Zaïma, toi, est-ce que déjà de une, tu as été bercé par le Club Dorothée? Et surtout, est-ce que tu as vu des conséquences aujourd'hui du Club Dorothée? Déjà, moi, pour dire, oui, j'ai été bercé au Club Dorothée parce que je fais quand même partie de la génération début 90, 1990 pour être exact, donc j'ai bien connu le Club Dorothée, alors plus précisément 93-94, donc pour moi, quand on parle de Club Dorothée, c'est de la nostalgie, tout ce qui est les Dragon Ball Z, Sailor Moon, Ranma demi, mais pas que les sitcoms, et oui, clairement, Dorothée et toute la clique ont une façon de présenter qui est juste exceptionnelle. Même si, tu vois, les sujets qu'il y avait, les jeux et tout, ça restait discutable. Mais de vraiment faire vivre cette case-là, la case de jeunesse, parce que pour rappel, avant 87, c'était Croc Vacances. Village dans les nuages, encore si on va plus loin, et c'était des scores qui étaient pas spécialement dingo, parce que du fait que Dorothée était sur Antenne 2. Mais oui, elle a cette façon de présenter, cette façon de bien faire attention avec les choses, avoir des sujets très importants. Je me rappelle des sujets sur les animaux avec Michel Klein. Aussi, on a parlé, Valentin avait parlé, il me semble, de tout ce qui est un peu comme le Téléthon, de 100 millions d'amis, il me semble, et que Bernard Mina avait fait une chanson. Déjà ça, c'est exceptionnel. D'ailleurs, il me semble que c'était elle qui a tenté de faire venir en premier lieu le Téléthon, le concept du Téléthon. Jerry Lewis. Aux États-Unis, c'est Jerry Lewis et l'humour de Jerry Lewis, c'est effectivement, je pense que Jerry Lewis est venu en France avec Dorothée pour le lancement. Je pense qu'il n'y a pas une anecdote comme ça. Il me semble en plus. Et pour dire de l'influence et tout sur Dorothée, on a déjà comme des animateurs stars maintenant qui ont quand même fait leur début à cette période-là quand Dorothée s'est arrêtée. Je pense au Zapping Zone où il y a eu un certain Jérôme Anthony qui a fait ses débuts-là au niveau national. Je pense qu'il s'est fortement inspiré, que Disney s'est fortement inspiré du Club Dorothée sur leur façon de présenter, de faire le passe-plat et aussi d'avoir des petits sujets à droite et à gauche. Et puis je pense aussi aux chaînes un peu plus spécialisées, câblées. D'ailleurs, on y pense, et une petite pensée au personnel de Game One qui malheureusement vont devoir fermer antenne, disons le 3 décembre arrêté, où il y a vraiment une certaine inspiration de bande de copains qui réagissent sur l'actualité, qui font des jeux et tout. Je pense sincèrement que tout ce milieu du PAF audiovisuel, quand il était question de faire des émissions où il y a une bande, il y a une inspiration du Club Dorothée. Non mais c'est ça, c'est que en fait je parlais de cet héritage-là et il y a un héritage aujourd'hui, que ce soit les émissions animalières où elle a très fortement inspiré de nombreuses émissions derrière, comme 30 millions d'amis, comme Animalement Vôtre aujourd'hui avec Bernard Montiel. Vraiment, il y a
il y a cette espèce de garder ce lien-là et d'intéresser les jeunes, parce que principalement c'était les personnes, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui regardaient ces émissions, à s'intéresser à tous les sujets. Elle avait plusieurs chroniques, des chroniques technologiques, des chroniques sciences, des chroniques animalières, et en fait, elle essayait de les intéresser à autre chose que les dessins animés et plus précisément à tout ça. Et on parlait justement de cet héritage-là au niveau programme, au niveau animateur, on a parlé de Jérôme Anthony. Dans le chat, on a parlé aussi de Cyril Ferraud. Et c'est très intéressant de parler de Cyril Ferraud aussi parce que il a réussi à garder cet esprit-là de Dorothée, en fait. Il y a un esprit Dorothée chez Cyril Ferraud. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il a gardé comme un lien avec ce que véhiculait Dorothée à l'époque. Je trouve, en tout cas. Et justement, on parlait de cet héritage, on parlait de TF1 et de son offre jeunesse. De mémoire, je crois que dans le Club Dorothée, il y avait des infos. Non ? Oui. Il y avait des infos. Il y avait des infos. J'ajoute aussi, dans les intervenants, mais je crois que c'était plus l'époque Antenne 2, il y avait aussi le dessinateur Cabu. Oui. Et là aussi, ça prouve quand même, ça ouvre aussi au niveau du dessin, de la caricature, tout ça, et puis il vulgarisait un peu, alors ça n'a rien à voir, mais comme un C'est pas sorcier, Dorothée, comme Jamie dans C'est pas sorcier, elle tentait de vulgariser des sujets pour les jeunes aussi, en parallèle. Pour rebondir. Et puis même, elle était vraiment dans l'air de son temps, au point de comme faire venir des concurrents qui étaient sur France 2 et qui sont passés sur TF1 pour faire un peu des chroniques jeux vidéo. Et aussi, je me rappelle des cassettes vidéo tips et astuces que AB a pu sortir. Coucou Cyril Drevet, quand même Télévisateur 2, et il me semble en plus que il y avait pour les chroniques jeux vidéo, il était fait du Club Dorothée en collaboration avec Player One. Mais ça, c'est à vérifier. Et aujourd'hui, on voit que, alors plus globalement, on a donc le Club Dorothée, donc avec Dorothée, avec Jackie, Ariane, Corbier et les musclés notamment. Mais on a aujourd'hui, en fait, il y avait Dorothée et tout un écosystème autour d'elle. Il y avait donc les émissions, il y avait donc les mangas, et les dessins animés qui étaient autour. Mais il y avait aussi les séries, que ce soit les Hélène et les garçons, que ce soit le miel et les abeilles, les musclés, puisqu'ils avaient eux aussi une série. Vraiment, c'était incroyable. Aujourd'hui, je crois que les plus grands acteurs français, alors je dis la plupart en tout cas, sont passés par les séries AB. Elles sont quasiment... Alexandra Lamy, ils ont fait des apparitions, figurations dans ce genre de série, effectivement. Aujourd'hui, on ne réalise pas, je pense. Alors certes, on va me dire oui, c'est peut-être aujourd'hui Dorothée, c'est surcoté. Peut-être. Je ne remets pas en cause cet avis-là. Parce qu'on en off, justement, juste avant l'émission, on discutait un petit peu de ça et certains me disaient que Dorothée est un peu surcoté. Je ne remets pas en compte cet avis-là, c'est un avis très personnel, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte là. Dorothée était un écosystème qui a donné sa chance à de nombreux acteurs, à de nombreuses personnes qui aujourd'hui sont dans le cinéma, dans la télé, dans les séries, parce que je crois dans Demain nous appartient, il y a eu un acteur du Miel et les abeilles qui a joué une arche, Cyril Drevet, on parlait tout à l'heure de Cyril Drevet, mais je crois qu'il est dans Turbo sur M6, qu'il a fait beaucoup de choses, notamment sur France 2 aussi. D'ailleurs, son papa, je crois que c'est Patrice Drevet, qui était un des présentateurs météo de France Télévisions. Et puis, on parlait... Oui. Pardon. Juste,
c'est plus Dorothée ou Jean-Luc Azoulay alors pour toi? Parce que pour moi, l'écosystème, c'est le producteur, c'est Jean-Luc Azoulay. Et ben justement, pour moi, ce sont en fait Dorothée et Jean-Luc Azoulay étaient un duo, un binôme. Alors certes, il y avait en production Jean-Luc Azoulay et Claude Berda, donc qui ont formé le groupe AB, qui ont formé l'empire AB Productions, mais Dorothée, c'est là où je le disais dans le grand événement, c'est que Dorothée était la directrice des unités programme jeunesse sur TF1. C'est-à-dire qu'elle avait le Final Cut. Elle avait le Final Cut sur les dessins animés, sur les mangas, sur tout. Alors certes, elle en discutait sûrement avec Jean-Luc Azoulay, mais elle avait le Final Cut sur pas mal de choses. C'est un empire. Mais c'est quand même fou que le manga est devenu aujourd'hui, après le Japon, je pense, la France, le pays le plus grand consommateur de manga, si je dis pas de bêtises, Oui. et que 30 ans plus tôt, Ségolène Royal voulait les interdire. Et c'est en ça que, rien que pour ça, Dorothée a percé énormément. Et on parle, alors tu as expliqué qu'il y avait des gens qui disaient Dorothée surcotée, mais je pense absolument pas. Preuve en est, il paraît que TF1 ne voulait pas faire de prime hommage à elle. Ils l'ont diffusé finalement en janvier 2025, ça a été un énorme carton, y compris sur les cibles commerciales et les cibles jeunes, sur les 4-10 ans qui n'ont pas connu évidemment l'époque de Dorothée. Ça parle à tout le monde. Et là, je rebondis aussi, c'est que Dorothée, tu parlais de l'héritage, mais elle est irremplaçable. Parce que c'était à la fois une actrice, elle a joué dans plusieurs films, chanteuse, elle a rempli des zéniths, animatrice, je me demande même si elle n'était pas un peu journaliste et speakerine. Elle était multicasquette. Elle était multicasquette Dorothée. Elle savait tout faire et elle a laissé une empreinte indélébile à la télévision, vu que bientôt 30 ans après son arrêt, on en parle encore. Quelle personne TF1, pour quelle émission TF1 a rendu carrément un hommage, de son vivant, mais faire une émission hommage d'un programme qui s'arrêtait il y a quasiment 30 ans. C'est très très rare, mine de rien. Ça prouve qu'elle a laissé une empreinte dans la télévision, elle a apporté quelque chose et elle est pour moi irremplaçable. Preuve en est, elle refait 15 ans après, 16 ans après, des dates en avril 2026. Au bout de 7 minutes, c'était complet. Elle va passer à Paris. Je sais peut-être aussi un nom, mais j'ai peut-être une bêtise sur le nom du théâtre. Et finalement, elle va faire plusieurs dates de concerts. Et ça prouve que les gens sont encore nostalgiques de Dorothée, qu'elle a encore un public, alors qu'elle n'a pas fait de télévision depuis, hormis un passage sur IDF1 dans les années 2010, depuis quasiment 30 ans. Et surtout, quelque chose aussi à savoir, c'est que Dorothée, quand même, en dehors de la France, a été déjà une des premières françaises à cartonner sur le continent chinois. On oublie souvent ça. Comme Hélène Rollès après, bien sûr. Oui, voilà. Et aussi, Dorothée, ce que j'avais eu des échos, Dorothée avait toujours une traductrice avec elle, et 3/4 du temps, les gens de la Toei voulaient la voir. La voir pour négocier avec elle, qu'est-ce qui pourrait plaire au public français, quel genre d'animé japonais qui pourrait plaire, etc. Puis on oublie surtout, c'est que Dorothée a participé à quelques séries de Sentai qui ont été diffusées sur TV Asahi ou la Fuji Telebi. Donc c'est pour dire, il y a quand même un certain aura. Le Japon, à cette époque-là, quand on parlait par exemple de Dragon Ball, il le disait clairement, c'est grâce à l'émission jeunesse de TF1, le Club Dorothée, ils ont été, voire même interviewer des doubleurs français. Alors je sais plus c'est où exactement sur les plateformes de vidéo, mais il y a un reportage de la Fuji Telebi qui vont interviewer les doubleurs. Et puis il y a eu quand même Brigitte Cordier qui a été rencontrer la seiyuu de Goku, qu'ils ont fait un doublage où Masaya-chan faisait quand même Goku en direct et que Brigitte faisait Gohan. C'était vraiment intéressant. C'est preuve quand même que le Club Dorothée a apporté quelque chose d'assez important en France, et pas que en France, parce qu'on oublie souvent, le Club Dorothée était aussi vu par les téléspectateurs du Maghreb, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'émission de jeunesse. C'était soit tu devais mater Space Toon en arabe, ou sinon t'avais le câble, tu regardais TF1 pour voir le Club Dorothée. C'est dire l'impact et l'aura qu'elle avait. C'est l'une des... C'est vraiment, je pense... Et c'est pour ça, je pense qu'il
il y avait personne de son équivalent avant et après, parce que comme tu disais, elle incarnait elle incarnait les programmes jeunesse. Et donc, comme elle a eu une certaine longévité, si on compte les 10 ans de TF1 plus les années sur Antenne 2, ça veut dire qu'elle a versé quasiment pendant 15-20 ans des tonnes et des tonnes de générations. C'est pour ça qu'elle laisse pas une marque intemporelle. Voire plus, parce que quand on regarde dans les archives de l'INA, on est quand même à Dorothée et ses amis, donc on est quand même 76, 77. Donc, Ouais, 20 ans. 20 ans de longévité à l'antenne. Mais ce que vous disiez, c'est que justement, il y a Dorothée animatrice, Dorothée la figure à l'antenne. Il y a tout ce qui est derrière. Zema le disait très justement. C'est qu'on a, au-delà d'être une journaliste, une chanteuse, une animatrice, une actrice, une productrice. C'était, alors elle avec Jean-Luc Azoulay derrière, mais elle était là pour, quelque part, porter le programme et elle était coproductrice des programmes du Club Dorothée. Les shows du mercredi après-midi, vous allez pas me dire que Jean-Luc Azoulay, il va dire alors on va faire ci avec la danse, on va faire telle danse. Elle était productrice. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent. Quand on regarde la télévision aujourd'hui, on n'a aucun équivalent au Club Dorothée. Aucun. C'est vraiment le truc qui est incroyable. On parlait justement d'équivalent. Est-ce que aujourd'hui, il y a une très belle question de Ryan dans le chat. Est-ce que pour vous, il y a un équivalent qui pourrait marcher ou qui aurait pu marcher dans les années 2010 ou 2020? Alors, en programme jeunesse qui a marqué aussi, ça n'a rien à voir parce que c'était pas incarné, mais c'était les minicums dans les années 2000 sur France 3, fin des années 90-2000. Mmh. Après, c'était un peu cyclique. Ça, c'est pas des émissions qui ont duré. Et toi, Gemma, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu'un équivalent du Club Dorothée, au sens large du terme, pourrait marcher, alors que ce soit dans les années 2000, 2010 ou même aujourd'hui? Alors, j'ai vraiment un énorme doute, même si des fois j'aurais une tendance à regarder du côté de Gulli, du groupe M6. Mmh. Il n'y a pas vraiment ce gros show limite à l'américaine où quand même les mercredis après-midi c'était du live pendant de 13h30 jusqu'à quasi 18h30 avant l'appel en or. Pour dire, donc non, je ne crois pas, mais c'est vrai que l'incarnation elle-même, l'émission incarnée par un animateur et tout, etc., qui soit pas un passe-plat, mais qui peut parler d'un sujet avant de lancer un dessin animé ou un animé japonais, il y en a quasi plus. Il y a bien eu Nathalie Vincent à une période sur M6 Kid que je regardais. Oui, c'est vrai. M6 Kid. Mais je ne vois pas spécialement ça. Et puis les minicums, je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin, mais malheureusement, il y a eu une personne d'unité jeunesse qui nous a qui a préféré lapider le show pour nous mettre des trucs sans âme. Et aussi, on voit clairement ces émissions jeunesse, avant que Club Dorothée, ça se cassait la figure. Je me souviens que TF1 commençait déjà à réfléchir à enlever du temps d'antenne du Club Dorothée pour mettre par exemple, alors je sais pas du tout si vous vous souvenez, même les intervenants de Salut les Toons, Oui. avec des souris tout en 3D, et que moi personnellement je trouvais ça mais voilà, mais c'est vrai que c'est dommage, il n'y a pas des émissions à proprement parler qui sont incarnées. Même Il y si... avait, alors pour le coup, excuse-moi de te couper, Zema, mais en fait, il y en a eu des émissions incarnées pour la jeunesse. Alors elles n'étaient pas sur Leclerc, elles étaient sur le crypté, elles étaient sur Canal+, parce qu'il y en avait une d'émission qui reprenait pas le Club Dorothée, qui n'était pas le Club Dorothée, c'est sa cartoon. Avec Oui, Les Avec deux, Philippe je Dana. regardais le dimanche sur Canal+, aux alentours de 18-19h, et je me souviens, je regardais. Et les animations étaient cool, mais pareil, j'ai l'impression que ça n'a pas duré énormément de temps non plus. Ça n'a pas duré tellement de temps, ça.
ça a pas duré tellement de temps, ça a duré, on va dire 5-6 ans avant que Canal+ dérive vers le football avec le Canal Football Club notamment, avec Hervé Matou et toute la bande des sports de Canal+. Mais derrière, sa cartoon, c'était Philippe C'est vrai. Dana, Ludivine, qui, alors je n'ai plus son nom de famille, si on arrive à me le retrouver dans le chat, ça serait super. C'est Euh, cool de savoir pour lui d'ailleurs. mais Philippe Dana, aujourd'hui, je crois qu'il a donné une interview il y a 1 ou 2 ans pour dire ce qu'il était devenu, parce que je crois il a raconté un petit peu, il a raconté un petit peu ce qu'il était devenu depuis lors. Mais l- ouais, le duo Ludivine et Philippe Dana était iconique avec sa cartoon. Il y avait des dessins animés qui passaient entre les sketchs qu'il faisait, parce que c'était des sketchs qu'il faisait à l'époque, et c'était incroyable. C'est là en fait où on se dit que sa cartoon, alors c'était un petit héritier du Club Dorothée, on va pas non plus dire que c'était l'héritier officiel, mais ça a donné une espèce d'incarnation. En fait, il y avait une incarnation à un programme jeunesse. Alors, TF1 a tenté dans les fins des années 90, début 2000, de prendre une incarnation et d'essayer d'une incarnation. Je crois avec Billy, si ma mémoire est bonne. Ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné tellement parce que Dorothée et toute la bande de Dorothée, c'était un écosystème, c'était une façon de présenter, c'était quelque chose qui les ramenait justement à leur... Ouais, il y avait un lien spécial. Et je pense que ce lien spécial, il n'y est plus. Et d'ailleurs, je Et suis en train de penser et je réagis à ce que dit Aurélien dans le chat. Bon, je pense qu'on oublie aussi Canal+. Et il fallait savoir que de base, à un moment, c'était Valérie Payet et ensuite Ludivine la Vienne. Ludivine Lavenne, justement, c'est elle qui était dans sa cartoon, je crois. Elle était dans sa cartoon avec Philippe Dana. Donc oui, c'est elle. Ludivine Lavenne et Philippe Dana ont été les incarnations des programmes jeunesse de Canal+. Et on dit que ça n'a pas duré tellement de temps, mais 2002 à 2009, sa cartoon, ah ouais, avec quand même. Ludivine Lanève. Donc, Oui. faut 7 ans. On se dit, oui, ça n'a pas duré tellement de temps, mais 7 ans, pour durer à l'antenne avec C'est des pas mal, programmes ouais. jeunesse, c'est pas mal du tout. C'est pas mal Et du tout. après, il y avait aussi les chaînes du câble, où il y avait la chaîne Cartoon Network aussi, passait beaucoup de dessins animés autour des Looney Tunes, tout ça. Après, je pense que la multiplication de chaînes, aussi bien TNT que satellite, a peut-être fait aussi que, notamment avec le lancement de Gulli, Voilà. montre de place aux émissions jeunesse. Je pense aussi que à partir des années 2000, la télé elle a évolué, elle a commencé à changer avec une multiplication de chaînes, ce qui a peut-être fait aussi que les grandes chaînes ont un peu abandonné ce côté programme jeunesse. Je veux juste rebondir aussi, on parlait des minicums. Kev Adams avait relancé les minicums il y a quelques années, mais ça n'a pas duré manifestement, c'est sur France 4. Oui, c'est ça, c'était sur France 4, effectivement. Si vous voulez bien, on va juste parler d'un dernier sujet autour du Club Dorothée et de son écosystème. On va parler justement de tout ce qui était des séries AB qui ont été diffusées sur les chaînes AB. Donc Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Les musclés, Les filles d'à côté, Les nouvelles filles d'à côté. Toutes ces séries-là, aujourd'hui, ont eu un héritier, à savoir Les mystères de l'amour, qui aujourd'hui va s'arrêter, donc pour diverses raisons, et notamment, je pense, à l'arrivée des animaux à adopter qui ont, je pense, cassé la figure à cette série-là, même si elle était déjà en train de décliner un petit peu. Jean-Luc Azoulay a affirmé d'ailleurs qu'une suite était en cours d'écriture et qu'il était en négociation avec plusieurs chaînes pour la reprendre. Mais ces séries-là, aujourd'hui, au-delà de l'audience et de l'aura qu'elles ont pu apporter, elles ont été un tremplin pour beaucoup d'acteurs.
sais pas si l'un de vous veut réagir. Alors oui, mes tremplins, mais après, les figures phares de ces séries-là, malheureusement, ils sont un peu catalogués AB et production, et ils ont beaucoup de mal après avoir trouvé du boulot. C'est ce que José, qui a arrêté le ministère de l'Amour il y a maintenant 2 ans, Philippe Vasseur, disait. Donc après, attention, parce que tu as l'étiquette TF1, tu as l'étiquette AB Production, tu as l'étiquette Jean-Luc Azoulay. On sait que la qualité a souvent été critiquée dans ce genre-là, et parfois, ça a pu plus leur porter préjudice. Après, ceux qui ont fait des petites figurations, je pense à Alexandra Lamy ou Guillaume Canet, c'est bien parce que ça, eux qui sont devenus des grands noms du cinéma français, ont aussi débuté là-dedans et ont débuté quelque part. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu parlais des filles d'à côté. C'était longtemps rediffusé dans les années fin 2000, début 2010 sur NT1, ancienne désormais TFX, le soir, à la nuit. Oui, mais les nouvelles filles, justement, c'est là où on rebondit sur un commentaire Gérard dans le Vives. chat, avec Gérard Vives, avec Cécile Aubry et autres. Il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que les filles d'à côté étaient diffusées sur NT1 la nuit, mais NT1 et TMC, c'était des chaînes du groupe AB. Et donc forcément, ils avaient une fenêtre d'exposition rêvée sur la TNT avec justement les filles. Alors si, justement, c'est là où j'ai été surpris moi-même, c'est que TMC et NT1, alors c'était 40% TF1 et 40% AB et puis 20% sur une autre. Mais oui, ils sont les chaînes AB ont été alors NT1, NT1, TMC et aussi les chaînes AB1, AB2, AB3 et toutes les chaînes qui sont aujourd'hui logées chez Media One Thematics ont permis une fenêtre d'exposition à toutes ces séries-là et de découvrir ou de redécouvrir ces séries. Elles sont d'ailleurs sur TF1+. Hein. Je tiens à préciser, même Hélène et les garçons sont à retrouver sur TF1+. Et ce qui est très drôle. Mais quand même, je suis en train de penser, désolé Manu, je dirais, est-ce que les acteurs et actrices des productions AB maintenant sont catalogués? Je ne pense pas, parce qu'on en voit beaucoup quand même. Je rappelle quand même que Patrick, désolé du nom, mais Puy-Bas, voilà, part dans un si grand soleil, donc ça veut dire enfin après tant d'années. Et il y a quand même une reconnaissance. Et puis même, il faut se rappeler quand même la période où c'était à son prime. Ils étaient connus dans quasi tout l'Europe, quoi. Il y avait c'était des mythes, il y avait des émeutes. Même au point que des séries, des chaînes allemandes comme RTL ont tenté de faire des remakes de Hélène et les garçons. Je sais qu'il y a Génération Club d'eau ou Génération Sitcom qui avait mis le pilote en ligne. Si vous avez si vous le trouvez, matez-le, vous allez voir, c'est assez surprenant. Mais voilà, il y a en fait, c'est ça qu'on est en train de se dire, c'est que les séries AB, alors diffusées sur les chaînes AB et sur TF1 aussi, elles ont eu un aura bien plus fort qu'en France. Et de toute façon, Hélène Rollès a eu un aura déjà jusqu'en Chine, comme à Dorothée à l'époque. Donc, elle a fait des zéniths et des zéniths complets. Au point, pardon de te couper, mais pour l'anecdote, au point qu'il y a quelques années, le président chinois Xi Jinping, qui est venu à l'Élysée, a demandé à Emmanuel Macron d'inviter Hélène Rollès. Pour dire. C'est dire la puissance d'Hélène Rollès en Chine. Elle avait même dit dans quelle époque, il me semble, que c'était plus une demande du président chinois que le président français, quoi. Ça paraît fou que le succès d'Hélène à l'étranger, il est incroyable. Ah bah, c'est sûr. Et sinon, pour vous dire, j'ai retrouvé le nom, en fait, si vous voulez voir le pilote de Hélène et le garçon version allemande qui est sur Génération Sitcom, et merci Aurélien d'avoir remis le lien, c'est Hal Lieben Julia. Donc si vous voulez aller le voir, il est disponible sur Génération Sitcom. Merci Zeyma de l'avoir mentionné. Mais est-ce que vous voulez qu'on fasse le rétro quiz? Vous avez... Manu,
Est-ce Oui, que pour faire une petite transition, avec quel oui. animateur Dorothée a débuté en même temps sur TF1? Elle l'a dit sur Europe 1 il y a quelques jours. C'est Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault a fait sa première sur TF1 avec Sacrée Soirée en même temps que la première de Dorothée. Pour deux Je... transfuges de Antenne 2, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Foucault a animé notamment sur Antenne 2 la fameuse Académie des Académie des Nefs. Nefs. Alors, pour le rétro quiz, il y a 3 questions chacun. Vous avez donc le temps le temps de la question pour répondre. Celui qui marque le plus de points a gagné la manche. Et si vous êtes arrivés à égalité tous les deux, il y aura une question subsidiaire. On va commencer par le plus jeune des deux, c'est-à-dire Valentin. Moi, Exactement. Est-ce que tu es prêt pour la question? je suis prêt. C'est une seule question, puis une autre. C'est ça. C'est 3 questions, Voilà, une chacun. c'est-à-dire qu'on va faire chacun son tour. Attention, Valentin, top. Je suis une ancienne étudiante en anglais et en art dramatique passée par le conservatoire de Bordeaux avant de monter à Paris où l'on découvre dans les gens de Mogador et sur scène dans l'église de Céline. Dans les années 1980, je multiplie les rôles et combats aux côtés de comédiens, notamment lors d'une grève relayée par Noël Mamère, avant qu'un essai surprise, à TF1 soutenu par ma sœur, ne change le cours de ma vie. Si tu as la réponse avant, tu me dis. Hein. Euh, ne change le cours de ma vie. En 1988, je deviens un nouveau visage emblématique de la Une, avec un programme que je présenterai sans interruption pendant 28 ans. J'anime également Parole d'école sur FR3, puis Télévitrine sur TF1, et me consacre à l'écriture, romans, confessions, portraits familiaux. J'ai même diversifié mes activités jusqu'à m'essayer au One Woman Show. Après mon départ émouvant de TF1 en 2017, je poursuis dans les médias, mais j'annonce en 2018 être atteinte d'une... Bien, on y est arrivé. Je termine la question, je poursuis dans les médias, mais j'annonce en 2018 être atteinte d'une démence à corps de Lewy, maladie qui finira par m'emporter à l'île-Dieu en 2025. Catherine Laborde. Zaima, est-ce que tu es prêt pour ta question? Je suis prêt, maître. Top, je suis un journaliste arrivé sur Canal+ en 1986. D'abord spécialisé dans le rugby, j'ai glissé petit à petit vers le football où j'ai fait ma réputation. Je suis allé sur TF1 où j'ai animé une Coupe du Monde qui m'a valu une phrase devenue mythique. Je présente aussi LCI Matin avec Mélissa Thoriot et couvre la Coupe du Monde de rugby 2007. Vice-président du Stade français profondément attaché à mon club formateur de Saint-Germain-en-Laye, je partage ma vie entre terrain, antenne et famille. J'ai disparu prématurément à la veille d'une rencontre de foot que je devais commenter. Je suis Thierry Gilardi. Thierry Gélardi, bonne réponse. Valentin, c'est à toi. Oui, je t'écoute. Attention, top, je suis un journaliste français formé à l'histoire et à la géographie, dont la carrière démarre en 1972 comme rédacteur de politique étrangère, avant un passage sur France Inter comme critique littéraire. Passionné par les phénomènes extrêmes, je suis un animateur qui a été connu pour avoir animé un programme court, mais qui a fait son succès pendant près de 17 ans. En parallèle, je me suis tenté au divertissement en étant le premier animateur du jeu Une famille en or. J'ai fait une apparition dans la série Maggie, sur Antenne 2 avant de disparaître brutalement à l'âge de 49 ans. Je suis. J'ai peur de dire une bêtise. Vas-y. Non, c'est Sylvain Augier, mais non, c'était pas ça. Non. Alain Gillot-Pétré. Ah oui, présentateur, oui, bien sûr, oui. Ah, il est mort il est mort le 31 décembre 99, il me Il semble. est mort le 31 décembre 1999, effectivement. Zaima, tu as l'occasion de passer en tête. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Top, je suis un enfant de la presse libre des années 1970, passé par Façade, Le Palace et l'agence Business, avant de créer des magazines comme J'économise. Je suis un animateur corrosif qui a débuté par des campagnes publicitaires. J'ai fait ma carrière à la télévision en présentant des concepts originaux qui ont fait mon succès. Je suis également scénariste et écrit le scénario de la série Peplum sur M6, habillé d'une seule couleur qui a fait ma réputation. Et j'ai fait ma dernière émission en parlant à des morts récompensé aux Emmy Awards en 2021 avant de les rejoindre définitivement en juillet 2025. Je suis. Il a fait son hôtel du temps, notre très cher Thierry Ardisson. Et effectivement, Thierry Ardisson. Attention, Valentin, Ouais, tu es prêt? je suis prêt.
Top, je suis un pionnier du divertissement télévisé français, ancien résistant décoré passé par les arts appliqués avant d'imaginer mes premiers jeux dans ma quincaillerie d'Asnières. Dès les années 1950, je passe à la RTF des concepts originaux qui mèneront à des programmes devenus cultes. Créateur prolifique, je conçois ou je présente plus de 50 émissions, dont certaines aujourd'hui moins célèbres, Domino ou Cadet Roussel. Ou encore La Roue Tourne, producteur via People Productions, parolier occasionnel et même réalisateur d'un long métrage. Je marque durablement plusieurs décennies de télévision jusqu'à mon retrait des écrans au début des années 90. Je suis Eh ben, je l'ai plus. Guilux. Ah, tout simplement, Guilux. Guilux, tout simplement. C'est dommage, t'aurais dit mort en 2003. Je connais les dates de mort, mais Ah Et on oui, est il y en content. avait forcément. Attention, Zeyma, t'as l'occasion de prendre le large cette fois-ci. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Attention top, je suis un acteur majeur du paysage audiovisuel français des années 90 et 2000. Passé du BTS de publicité à la conception-rédaction avant de faire mes premières armes télévisuelles sur une chaîne aujourd'hui disparue. Membre d'Europe 1 dès 1987, j'y réinvente un classement musical emblématique avec une version dite Système D. Puis je rejoins Canal+, où je prends la tête d'une émission d'Access Prime Time dont je deviendrai aussi producteur. Fondateur en 1994 d'une émission puis d'une société de production devenue le premier producteur indépendant de flux en France, je multiplie les magazines de sociétés récompensés par plusieurs sets d'or et lance des programmes emblématiques sur toutes les grandes chaînes. Personnalité aussi influente que controversée, j'ai dérivé avant de me retirer de la vie médiatique en 2011 avant de disparaître un an plus tard. Je suis. Formidable, mon petit Antoine, c'est Philippe de Gidas. Eh ben non. Ah, dommage. J'ai pensé aussi à Gildas, mais il est mort en 2000. Il y a moins longtemps, je Philippe Gildas. Il est mort en 2020. Il n'est pas mort en 2012. Si Ah. je vous dis que son premier programme qu'il a animé sur Canal+, c'était La Grande Famille. De la rue. Ah, Jean-Luc. Jean-Luc Delarue. 2-1. Attention. Valentin, Oui, tu as l'occasion d'égaliser. Et dans ces cas-là, il y aura une question subsidiaire avec un chiffre à trouver à la clé. c'est le maillon faible. Voilà. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bon, Top, je suis un journaliste qui a travaillé dans l'ombre avant d'être poussé par Raymond Marcillac à être au devant des caméras. Je rejoins France Inter avant d'arriver sur Antenne 2 et devenir une voix indissociable du sport français. J'ai reçu même en 1997 le 7 d'or du meilleur commentateur sportif. J'ai travaillé avec un binôme qui deviendra lui aussi iconique et aura duré près de 30 ans sur 2 chaînes consécutives. J'ai été viré de TF1 avant d'arriver sur M6 quelques années plus tard avant de rater une compétition qui m'était chère. Je suis. Thierry Roland. Exactement, Thierry Roland, qui a été indissociable de Jean-Michel Larquet, puisqu'ils ont été le binôme, je pense, le plus iconique du foot français et du foot mondial, notamment avec les rencontres de l'équipe de France et des rencontres de la Coupe du Monde. Et une des phrases devenues mythiques, je pense qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. 2 partout. C'était pas gagné. Pour vous départager, Zema et Valentin, je vais vous poser une question avec un chiffre. Le plus proche de ce chiffre-là gagne la manche. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Combien de numéros y a-t-il eu sur le Big Deal de 1998 à 2004? Combien de numéros? Zema, Valentin, je veux un chiffre. On commence par Zema si Valentin ne l'a pas ou inversement. Je dirais 325. 325 numéros? Ah non, pour moi, ils avaient fêté la millième, donc plus de 1000. Donc pour moi, je vais jouer stratégique, je vais dire. Valentin a raison. Aïe. C'est que, en fait, le Big Deal était une quotidienne pendant près de 6 ans. 6 ans à hauteur de 200 émissions, voire même 220 émissions par an.
quand tu les compiles, ça fait beaucoup. Pendant près de 7 saisons, près de 6 ans d'antenne en quotidienne sur TF1, ils ont réalisé 1395 émissions. Sachant qu'on peut compter 1396 puisque la millième était découpée en 2 parties. Et c'était en novembre 2002. Le gagnant de cette manche est donc Valentin. Bravo Valentin. Merci. Tu gagnes rien pour l'instant. Voilà, Pour l'honneur. pour l'honneur. Merci en tout cas à vous deux d'avoir participé et d'avoir tenté justement cette manche-là et d'avoir joué le jeu de cette première. Je remercie. Ça gère pour ta première, on peut t'applaudir. Merci beaucoup. Bravo. Je remercie Joa, je remercie Hugo de m'avoir fait confiance sur ce projet. Merci Zema, merci Valentin d'avoir participé. Merci aux personnes qui m'ont écouté. Et je voulais dédier cette émission à une personne qui m'est très chère, qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui m'a soutenu dans tous les projets. Je me suis promis de lui dédier toutes les premières émissions que je faisais et je lui ai dédié cette émission. Et je l'embrasse de très fort de là où elle nous écoute. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à témoigner justement de ce que vous avez pensé de cette émission. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour une nouvelle édition. À ciao, bonsoir.